Bonjour tout le monde. Merci de vous joindre à nous aujourd'hui. On a un beau webinaire de préparer aujourd'hui. Je suis joint avec mes collègues Mathilde, spécialiste en transfo numérique, Francis, notre président, directeur des opérations chez Hello Darwin. Puis on faisait la répétition générale la petite dernière ce matin, là, puis on finissait, puis on était comme « Ah, ça va être le fun. Je pense que les gens vont bien aimer ça. » Donc, je suis content que vous soyez là aujourd'hui. À l'heure du jour, sans plus tarder, pour votre lunch aujourd'hui, on a un petit amuse-bouche de se dire c'est qui Hello Darwin, qu'est-ce qu'on fait dans tout ça, comment est-ce qu'on peut aider. Après ça, c'est une entrée de se dire c'est quoi la transformation numérique concrètement pour une entreprise québécoise. Après ça, on veut embarquer dans le plat principal de c'est quoi les subventions, c'est quoi les programmes, pourquoi est-ce que vous êtes venus aujourd'hui, c'est quoi les subventions disponibles pour les PME québécoises. Et après ça, un petit dessert pour finir avec des études de cas de comment ça peut s'appliquer concrètement. Je pense que ton menu donne vraiment faim. C'est l'heure du lunch, donc ouais. Let's go. On devrait être bien rempli. Bien rempli. Exactement. Puis même, si je peux faire un petit aparté, je regardais les statistiques juste avant d'embarquer sur le plateau ici. Puis, les webinaires, on a commencé ça en novembre 2023. De mémoire, tu faisais ça sur des webcams qualité, mettons, so-so. C'était pas un plateau. Ouais, c'était pas un plateau. On pouvait pas appeler ça un plateau, effectivement. Puis, on n'a toujours pas fêté, évidemment, notre premier anniversaire. On est rendu à plus de 3000 entreprises différentes qui sont inscrites au fur et à mesure. Fait que, merci à tout le monde. J'espère qu'encore une fois, aujourd'hui, on va être capable de donner de la valeur, des choses qui sont concrètes. Le but, c'est pas de se perdre dans des flaflas, tout ça. Évidemment, toutes les questions vont être les bienvenues. On va essayer de répondre soit au fur et à mesure ou à différentes sections, mais je pense que vaut mieux les poster directement dans le Q&A qui est sur Zoom pour qu'on y réponde au fur et à mesure. Exact. Puis ce que tu as dit, c'est quelque chose... Quand je reçois du feedback de nos webinaires, c'est souvent « merci », c'est beaucoup de concret, ça change un peu les intangibles que des fois on va avoir dans des présentations comme ça, vu que c'est souvent des trucs très nichés, très spécialisés en termes d'information. On s'est fait souvent dire que c'était dynamique puis c'était une belle approche. Puis c'est aussi un rappel pour vous dire de nous donner des commentaires à savoir c'est quoi les informations que vous voulez avoir, dans quel type de subvention, quel type de projet. On est tout le temps ouvert, puis notre but, c'est de donner justement de la valeur ajoutée là-dedans. Donc, on est très réactif à savoir quelle information est la plus pertinente pour les entreprises qui nous suivent. Donc, autant le Q&A aujourd'hui que par la suite, en nous écrivant directement, n'hésitez pas à nous dire qu'est-ce que vous appréciez là-dedans. Donc, sans plus tarder, c'est qui Hello Darwin? Vous nous connaissez déjà un petit peu, j'imagine, mais Hello Darwin, on est une PME québécoise qui a accompagné plus de 15 000 entreprises justement canadiennes depuis notre lancement. On aide principalement avec la planification puis le financement des projets d'optimisation puis de croissance des entreprises. Spécifiquement aujourd'hui, là, notre expertise va toucher par rapport à la transformation numérique puis tous les milliers de projets qu'on a accompagnés en termes de planification puis de préparation de ces projets-là, à savoir c'est quoi la meilleure façon de le sous-traiter, c'est quoi la meilleure façon de le financer, ces projets-là, avec les subventions, les prêts, les subventions salariales, les crédits d'impôt, tout ce qui est difficile à naviguer là-dedans. On le fait beaucoup. Une entreprise à qui je parlais l'autre jour me disait ouais, Hello Darwin, j'ai l'impression que vous avez vos sentiers battus. Moi, je suis avec une machette dans la jungle à le faire tout seul. C'était bon, ça. C'était bon. Je trouvais ça quand même le fun. C'est une belle analogie. Donc, ça, notre but, c'est d'essayer de vous aligner ces sentiers puis qu'on puisse se rendre à bon port ensemble. Donc, la transfo numérique. Là, j'ai besoin de vous deux pour ça. Parfait, on est là. Je pense que le but de cette petite section-ci, ça va être d'indiquer un peu concrètement qu'est-ce qu'on veut dire par transformation numérique. Il y a beaucoup de buzzwords autour de ça. On reçoit souvent des questions genre est-ce que l'intelligence artificielle, c'est de la transfo numérique? Est-ce que de mettre en place un CRM, un infolette, de modifier mon site web? C'est toutes des choses qui sont... C'est pas 100% clair, là, des fois, dans la tête des clients sur qu'est-ce qui peut être inclus ou pas. Puis là, évidemment, on peut parler de théorie, mais on veut surtout parler de cas pratiques, c'est-à-dire qu'est-ce que le gouvernement ou les différents programmes de subvention vont regarder et qualifier de projet en transfo numérique. C'est une diapo qu'on avait déjà eue dans un autre webinaire, mais qui, pour moi, résume un peu, surtout le côté, les points qui sont à droite. Ça peut être quoi, à peu près, de faire de la transformation numérique? Fait que, pensons plus en termes d'objectifs. C'est quoi que l'entreprise veut être capable de faire une fois le projet mis en place? Fait que ça soit connecter des produits, des choses physiques avec l'Internet. Fait que là, on parle du IoT, de l'Internet des objets. Je sais qu'on a beaucoup de manufacturiers, d'entreprises en transformation alimentaire, même en construction qui sont ici. Optimiser ses procédés. Fait qu'être capable de regarder c'est quoi mes processus d'affaires qui sont clés, puis comment est-ce que je fais pour les rendre le plus efficients possible, ou est-ce que je vais capturer des données qui sont encore plus intelligentes pour me permettre de prendre des décisions vraiment allumées par la suite. Après ça, la surveillance puis contrôle, pour moi,
moi, c'est des mots-clés super importants. Fait que, qu'est-ce qui se passe dans ma business? Puis, qu'est-ce qui ramène du profit? Qu'est-ce qui me coûte cher? C'est quoi mes choses de... C'est quoi mon ROI? Il vient de quelle activité dans mon entreprise? À force de discuter avec des centaines, des milliers de PME, on se rend compte que, puis même pour nous, là, je parle plus avec mon chapeau de président, mais... c'est pas toujours facile. Quand tu as un paquet d'opérations, d'activités, d'idées, etc., comment est-ce que tu calcules le retour sur investissement? Parce qu'au final, c'est ça l'objectif d'une entreprise. Après, il y a la classique, éliminer le papier, introduire des procédés qui vont par eux-mêmes se nourrir. Puis c'est peut-être de là que l'intelligence artificielle peut se positionner. Pour moi, ça va ressembler à ça, là, principalement. Puis, tu sais, les questions, souvent, par rapport à l'intelligence artificielle, souvent, moi, ce que je vais répondre, c'est quoi le projet d'intelligence artificielle? Parce qu'il y en a qui vont justement amener à de l'amélioration de procédés. Il y en a d'autres que c'est juste de la commercialisation. C'est un peu... C'est quoi un peu l'utilisation qu'on veut en faire de cette IA-là? Souvent, ça va venir à de l'amélioration de procédés. T'sais, si on veut faire du service à la clientèle efficace, de comment est-ce qu'on peut traiter les tickets, ou est-ce qu'on veut numériser des factures ou créer des devis de manière préventive. Tout ça. En tout cas, il y a plein de façons que ça peut s'appliquer, mais oui, en effet, c'est souvent creusé, parce que l'IA peut souvent s'y appliquer, mais pas dans tous les scénarios. 100%. Puis, cette slide-là, pour moi, c'est quoi les objectifs, essentiellement, d'une transformation numérique? La prochaine? La prochaine. La prochaine, puis là, Mathieu, tu pourras me compléter, mais peut-être charger celle-ci, là, évidemment, on le fait toujours, là, mais on va vous renvoyer les diapositives à la fin de la présentation pour une lecture de chevet super agréable. Oh, ça va bien dormir. Exact. OK, fait que selon la plupart des programmes, c'est le mot-clé à retenir, parce qu'évidemment, on peut aller de tout bord, du côté dans ça comprend quoi, une transformation numérique? Est-ce que c'est une transformation ou c'est de l'implantation? Est-ce que c'est de l'optimisation numérique? On a essayé de rendre ça le plus clair possible. Les choses qui sont des projets admissibles. Fait au-delà de l'objectif, mais c'est quoi les projets comme tels? Quand on parle d'implanter tout ce qui touche à un PGI, donc un ERP, un CRM, un MRP, un WMS, tous les logiciels de gestion interne. Tu peux aller jusqu'à un logiciel d'inventaire, logiciel comptable. Pour moi, mettre en place ces outils-là, c'est toutes des choses qui sont ultra recherchées souvent par les différents programmes. Après ça, les autres choses, puis là encore là, on va regarder, je pense, une vingtaine de programmes aujourd'hui. Ça va dépendre des programmes, mais tout ce qui est connecté, ces logiciels-là qui sont peut-être déjà en place chez vous. Comment est-ce qu'on fait pour bien les faire se parler ensemble, puis comment est-ce qu'on peut avoir la meilleure captation de données au travers de ces échanges-là? Finalement, si vous avez encore une fois déjà ces logiciels-là, comment est-ce qu'on fait pour optimiser, ajouter un module? Par exemple, j'ai un CRM qui gère mes infolettres, mais là, je veux rentrer mon système justement de tickets à l'intérieur de ça. Je veux rentrer un module financier dans mon ERP, mais c'est toutes des choses qui pourraient être admissibles à des projets de transformation numérique. Et même, je dirais, parce que souvent, on va dire dans les projets d'implantation d'outils de gestion, on va dire qu'il faut implanter un nouvel outil. Mais dans plusieurs scénarios, si on a un ERP qui gère plusieurs volets de la business, comme un Zoho de ce monde, qu'on peut implanter Zoho pour la comptabilité, Zoho pour le CRM, plein d'autres modules différents, ça va être considéré comme une implantation, un nouvel outil d'implanter un nouveau module. Encore là, ça va être dépendant du cas, mais comme tu le dis, c'est implanter un outil qui te rend plus efficace. C'est comme ça, je pense, la guideline à ce moment-là. Ouais, je pense que c'est important aussi de noter que souvent, il y a des entreprises qui ne savent pas aussi quel outil ils veulent implémenter. Et dans les programmes qu'on va parler aujourd'hui, souvent, il y a les volets 1 où on va faire comme les audits numériques et c'est là où on va découvrir quel outil on aimerait implémenter. Et le point aussi qui est sur le côté gauche de la slide, tout ce qui est justement cartographie et cahier des charges est super important dans ces cas-là parce que tu veux venir cartographier tous tes processus pour être sûr que ton implémentation soit bonne. Ben oui. Surtout si tu ne sais pas par où commencer, il y a peut-être 3, 4, 5 logiciels différents que tu pourrais devoir intégrer. Peut-être tu as besoin du logiciel comptable, peut-être tu as besoin des meilleures estimations, meilleures fiches de temps pour tes employés. Par où tu commences, c'est quoi le meilleur investissement? Puis, les logiciels de gestion, c'est une industrie de milliards de dollars. Tu te noies littéralement à l'intérieur de ça quand tu essaies de naviguer là-dedans, juste en regardant, OK, qu'est-ce que ce ERP-là peut faire pour moi, etc. Nous, on va vraiment recommander d'avoir une approche qui est comme... C'est quoi les gros enjeux de l'entreprise? Puis c'est quoi les processus clés qui devraient être optimisés? Comment est-ce qu'ils se sont positionnés en ce moment, ces processus-là? Puis donc, ça devrait être quoi peut-être les logiciels après? Mais tu veux rarement commencer par les logiciels parce que c'est là qu'on va s'éparpiller puis perdre beaucoup de temps. Exact. Puis on a une bonne question d'Andréane. Elle demande justement la création d'un nouveau site web. Est-ce que c'est considéré comme une transformation numérique? Oui. Ma prochaine slide, c'est les projets qui sont non admissibles. Je m'y rends. Le scoop, c'est que la plupart des programmes ne vont
vont pas couvrir les développements ou modifications de site web. Il y a quelques petites exceptions si votre site web agit comme, par exemple, comme un outil de gestion interne. Fait que si tu as toute ta base de données, etc., qui sont à l'intérieur de ça, si tu as des enjeux de connectivité avec tes logiciels d'inventaire, tout ça, ça pourrait être éligible. C'est pas ce qui est préféré souvent par les programmes. Puis après ça, c'est une réponse par rapport aux subventions dans la transformation numérique. Les subventions de transformation numérique vont souvent, en effet, pas couvrir une refonte de site web parce que ça touche plus la commercialisation de l'entreprise. Ça va aider avec les ventes, ça va aider avec le marketing, la présence en ligne, tout ça. Ça, il y a des subventions pour la commercialisation qui vont peut-être venir dans un autre webinaire et vous pouvez nous contacter directement pour avoir plus d'informations. Mais il y a des subventions pour ça, juste ça ne serait pas en effet dans le parapluie de la transformation. Tu as raison, c'est pas comme s'il n'y avait pas de programme tout court en site web ou en commercialisation, c'est juste qu'ils rentrent dans une autre dynamique qu'on ne va peut-être pas couvrir aujourd'hui. Je vais rapidement sur mes dépenses admissibles parce que bon, c'est bon, j'implante un RP, un logiciel de gestion, mais il y a plein de types de coûts qui sont liés à ça. J'ai des salaires à l'interne, j'ai des consultants qui vont l'implanter, j'ai peut-être une firme comme par exemple Hello Darwin qui va venir faire la gestion de projet, le cahier de charge, sélectionner les fournisseurs, tout ça. Fait que ce qui va être admissible, c'est tout ce qui touche à l'implantation de cette solution-là. Fait que l'implanter, pour nous, ce qu'on va dire, c'est que ce soit implanté, c'est-à-dire que le logiciel fonctionne, soit connecté puis réponde aux besoins d'affaires de l'entreprise, mais aussi utilisé. L'utilisation, ça passe par exemple par de la formation. Ça peut être aussi évidemment, le salaire d'implantation. Fait que quel module on va mettre puis comment on va le paramétrer. Même si on utilise une solution off-the-shelf, là, qui est par exemple un logiciel, quand on parlait du Zoho, HubSpot ou SAP, etc., il y a beaucoup de paramétrage à faire parce que chaque entreprise a des réalités et des besoins différents. Fait que ça, évidemment, c'est tout compris. Souvent, ce qui ne va pas l'être, mais je garde encore ma colonne de droite, fait que les dépenses admissibles. Les salaires internes en gestion de projet le sont très, très, très rarement. Tout ce qui est achat média et frais de licence, fait que si par exemple je paye une solution avec un abonnement mensuel difficilement remboursable par la plupart des programmes, encore là, il peut y avoir des exceptions, mais le mot d'ordre, là, c'est que ce qui est vraiment subventionné, c'est évidemment ce qu'on va investir dans l'économie, right? Fait que de l'achat média, des frais de licence, c'est rarement des choses qui restent en sol québécois et canadien. C'est probablement ça la raison derrière. Puis la nuance aussi que j'apporterais par rapport au salaire, c'est ça, c'est que en gestion de projet, il va y avoir différents critères pour différents programmes, mais il y a beaucoup de subventions qui vont pouvoir couvrir des salaires à l'interne pour l'implantation du projet. La gestion de projet, c'est souvent un peu trop, justement, haut niveau pour pouvoir tracer c'est quoi l'implantation puis l'imputabilité de la personne impliquée. Mais quand on va avoir un rôle dans l'implantation, dans la formation de ses collègues par rapport à cet outil-là, là, il y a des subventions, des crédits d'impôt qui peuvent s'appliquer. Donc, c'est une façon de positionner ses dépenses puis de positionner comment son salaire va être utilisé, mais en effet, c'est juste la gestion de projet qui est pas... je vais juste essayer de pas briser les espoirs du monde quand tu dis des dépenses non admissibles. J'essaie de leur donner des petites étoiles ici. Là. Si je peux rebondir aussi sur les dépenses admissibles, nous aussi, notre rôle en tant que consultant, c'est de faire un peu un plan de financement et montrer aussi selon les projets, selon ce qu'on a identifié, avec quoi on peut les financer. Donc, c'est important aussi dans notre rôle de montrer les possibilités pour la suite. Oui, parce que comme tu dis, c'est à la pièce. Ouais. Au final, ton projet est peut-être pas le même que ton voisin, puis que quelqu'un dans même la même industrie, puis dans le même contexte économique que toi. Fait que je pense que une des approches qu'on va préconiser, ça va être vraiment de faire des plans de financement en même temps, de proposer des améliorations en transfo. Exact. Les choses qui ne sont pas admissibles, fait qu'on a parlé des sites web, tout ce qui touche basically au marketing et donc à ce que Vincent disait, c'est la commercialisation, la vente, augmenter son top line, son revenu, etc. C'est toutes des choses qui ne vont pas être couvertes par évidemment les programmes en transformation numérique, mais qui pourraient l'être dans d'autres catégories comme par exemple la commercialisation. D'ailleurs, on va faire un webinaire, je crois, à la sortie des nouveaux programmes. Probablement dans un mois ou deux. On a encore une autre question, un exemple un peu plus concret, un outil de prise de rendez-vous pour une clinique. Est-ce que ce serait quelque chose qui serait admissible? Oui, ça c'est certain. Ça améliore ta productivité. Encore là, tu veux que ça soit l'implantation d'un outil. S'il y a déjà un outil en place, il faudrait qu'on aille voir c'est quoi l'infrastructure spécifique de la personne, chiffre d'affaires, puis où est-ce qu'ils sont localisés. Il y a aussi des subventions même qui pourraient s'ajouter à ça, qui viennent de leur secteur à eux, tout le temps à la pièce, justement, comme on l'a dit. Mais oui, en effet, un logiciel comme ça vient améliorer ta
ça vient réduire des tâches à peu de valeur ajoutée, qu'on va dire. Ça, c'est une des phrases clés de est-ce que ça vient aider tes opérations. Quand c'est une valeur, tu sais, c'est une job que, genre, c'est pas nécessairement le fun à faire, tu sais, de prendre des appels pour juste noter dans un rendez-vous, puis que cette personne-là pourrait être bien plus efficace d'une autre façon, puis justement en améliorant la clinique, tout ça. Ça va être un projet qui tombe pile poil dans des subventions de transfert numérique. Oui, définitivement. Encore une fois, à la pièce. Puis là, aujourd'hui, on va regarder 2 types de subventions. On va regarder celles qui sont, disons, macro, que la plupart des industries, des entreprises peuvent appliquer. Mais il y a aussi, comme Vincent a dit, des subventions qui sont beaucoup plus spécifiques, précises. Là, on parle, par exemple, de subventions qui sont dans un domaine, une industrie, on a la construction manufacturière, etc. Puis il y en a aussi qui sont municipales. Fait que nous, on va toujours regarder le fédéral, le provincial, puis le municipal. Il y a beaucoup, beaucoup d'opportunités. Après ça, il s'agit de les connaître puis de savoir comment les fusionner ensemble, hein, qui est comme une autre science assez créative dans laquelle on a su tirer notre épingle du jeu. Fait que... Exact. Puis c'est ça va vraiment être du cas par cas, dans le sens souvent les projets de transfert numérique qu'on fait, comme on le disait, il y a plusieurs dépenses admissibles, il y a plusieurs programmes qui vont couvrir différentes dépenses admissibles. Donc on va essayer de coordonner ça ensemble, puis surtout de échelonner le projet dans le temps de la bonne façon. Parce que des fois, il y a du monde qui vont vouloir acheter peut-être une machine aujourd'hui, mais que s'ils attendent un mois, là, il y a une autre subvention qui est disponible pour de l'efficacité opérationnelle dans une usine. Donc, il y a plein d'opportunités qu'il faut être au courant de quand est-ce que ça va sortir pour se planifier. Là, on va passer justement à travers quelques programmes qu'on sait qui sont tout un bon fit en transfert numérique pour de l'amélioration d'efficacité opérationnelle. Justement, la première étape, c'est un peu comme toute industrie, puis on va aussi y aller par secteur. Puis à la fin, on a notre petit dessert là, pour digestif pour partir l'après-midi du bon pied. Donc, on y va en premier avec Essor, qui est comme le programme qu'on parle beaucoup là, dans le dernier mois et demi depuis que c'est sorti. On a fait un webinaire qui couvre l'entièreté du programme Essor en détail. Donc, si vous voulez beaucoup plus d'informations sur ce programme-là, vous pouvez aller le visionner sur notre chaîne YouTube. Mais pour le couvrir sommairement, il y a 3 volets de subvention au programme Essor. Il y a aussi d'autres volets de prêts à faible taux d'intérêt, mais on n'en parle pas aujourd'hui. On parle vraiment du volet 1A, 1B et 1C, qui sont pour l'amélioration de productivité d'une entreprise. Le volet 1A, sommairement, c'est plus par rapport à une étude de faisabilité, puis voir, on va dire, on a une usine qui veut relocaliser, puis on veut savoir justement c'est quoi le meilleur emplacement, c'est quoi la meilleure façon de fabriquer dans cette usine-là, faire des modélisations 3D, des simulations. Ça va être des programmes comme ça qui vont s'y appliquer. C'est un 50 000 en subvention qui couvre 50 % des dépenses de l'étude de faisabilité. Puis après ça, justement, c'est une demande au programme Essor d'Investissement Québec. Plus dans l'horizon de transfert numérique qu'on parle depuis tantôt, là, c'est le volet 1B qui va être la porte d'entrée pour un projet de transfert numérique qu'on fait en ce moment. Le volet 1B, c'est pour justement, comme tu disais, Mathilde, faire tout ce qui est cahier de charge, audit numérique, cartographie, voir c'est quoi le meilleur logiciel, c'est qui le meilleur fournisseur de ce logiciel-là, c'est quoi le plan d'exécution, combien que ça va coûter, toutes des questions que ça peut être très nébuleux, puis c'est ça des fois qui fait gonfler la facture, au bout d'un projet de transfert numérique. Donc ça, le volet 1B, c'est planifier ton projet pour s'assurer que on se casse pas à marboulette. Puis après ça, le volet 1C, c'est pour l'implantation de ce projet-là. Donc, c'est jusqu'à 50 000 en subvention pour implanter le projet. C'est avec des dépenses externes. Donc, c'est justement, comme on disait, quelqu'un du Zoho, SAP ou autre qui vient implanter ta technologie chez vous. Donc, ça, c'est ces dépenses-là qui vont être couvertes par le programme. Si je peux ajouter, puis par rapport au 1B, la dualité qu'on reçoit beaucoup, c'est que, évidemment, le volet 1B, c'est un plan élaboré de ça devrait être quoi le projet. Fait qu'on va trouver c'est quoi la nature du projet par rapport à tes enjeux d'entreprise, il part de haut, etc. Après ça, c'est quoi la solution qu'on veut, comment est-ce qu'on veut la paramétrer, puis qui va la faire. Fait que basically, c'est vraiment la planif de A à Z du mandat. Puis il y a souvent des entreprises qui nous disent comme moi je sais déjà qu'est-ce que je veux faire, je veux juste aller au 1C, qui est vraiment plus en niveau implantation, exécution. La réalité, c'est que le gouvernement, même s'il apprécie les entrepreneurs au Québec, ils veulent s'assurer de comprendre le plan puis la logique derrière le projet. Puis la plupart des programmes qu'on va voir aujourd'hui ont souvent 2 volets, le volet planification, le volet implantation. Ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas vraiment déroger. Définitivement pas pour Essor. Il y a peut-être d'autres programmes, là, on va regarder le CETAC, puis il y en a peut-être d'autres où est-ce que si tu as déjà un plan, encore là, ça va être sujet à vérification. Définitivement, il faut un plan. Mais mettons que tu as déjà fait un plan ailleurs, dans un autre programme ou via une autre entreprise, etc., même de le faire passer comme étant le volet 1 de la plupart des programmes va être quelque chose qui peut être ardu.
faut rentrer là-dedans. C'est la seule manière d'avoir le 1C, qui est le gros volet de SR, c'est de faire le 1B, c'est de le faire avec une entreprise qui va être capable de vous faire gagner le 1B, parce que c'est pas toutes les entreprises qui sont soit accréditées ou qui ont la crédibilité au niveau d'Investissement Québec pour le faire. Fait que voilà. Puis, tu sais, je dirais aussi, c'est vrai dans tous les gros projets d'entreprise. Si on veut faire un agrandissement d'usine, on veut faire une rénovation, on veut faire un gros achat de machinerie, ça va être pas mal impossible d'aller chercher une subvention ou du financement si vous ne prouvez pas qu'il y a une amélioration de rentabilité par la suite. Puis on va le faire pour des prêts, on va le faire pour du financement. Tu sais, tout le monde, tous les présidents d'entreprise savent qu'ils doivent faire ça à un certain point. Donc, c'est un peu ça, je pense, la transformation numérique. On se voit ça comme étant un fardeau, que c'est un coût, mais en gros, ça améliore ta productivité. Donc, c'est un gain net, mais il faut surtout s'assurer que ça se fasse de la bonne façon, parce que c'est dans ces moments-là que ça finit par coûter tellement plus cher quand tu le fais de la mauvaise façon. J'ai trop vu d'histoires d'horreur. J'ai une bonne question aussi, très générale. Si jamais tu veux commencer ton projet, mais ta subvention n'est pas encore arrivée, est-ce que c'est possible? Dans le fond, arriver, c'est là qu'il faut définir ce mot-là. Souvent, là, il faut soumettre ta demande de soumission avant de commencer ton projet. De subvention. Exact. Ta demande de subvention avant de commencer ton projet, mais tu n'as pas besoin de recevoir l'approbation avant de commencer ton projet pour qu'il soit éligible. Après ça, là, vous risquez que votre demande soit refusée, puis finalement, tu dois le payer à plein prix. Mais souvent, quand on a une demande de transformation numérique, on sait que ça rentre exactement dans les cadres du programme. L'entrepreneur, l'entrepreneuse est pressé ou veut commencer tout de suite. On dirait, on va soumettre la demande aujourd'hui, commençons le projet de transfert numérique dès demain, puis ça va pouvoir fonctionner. Typiquement, ces programmes-là, ils doivent avoir lieu, right? Donc, tu sais, l'appui financier d'une subvention vient vraiment faciliter la décision d'aller de l'avant avec ces projets-là, mais ça arrive très souvent, comme Vincent, tu viens de dire, qu'il y a des entreprises qui sont comme, moi, il faut que je le fasse là, parce que je perds X revenus si je n'optimise pas mes opérations, etc. Fait qu'advienne que pourra avec l'acceptation de la subvention. Nous, notre job ici, c'est de dire, OK, bien, par rapport à ton projet, puis vu que c'est nous qui vont prendre en main le volet planification, on pense que tu vas aller le chercher à 98 %. Fait que go, on le fait, commence déjà à dépenser tes choses, puis quand on va recevoir l'acceptation, mais ça va être un genre de kickback en arrière. Mais après, effectivement, ça vient avec peut-être que tu ne seras pas accepté pour X, Y raison. Mais je pense que la première étape, c'est vraiment de faire valider son projet par des experts, puis de s'assurer que le volet 1, là, dans ce cas-ci, le 1B, est vraiment rempli par quelqu'un qui connaît ces subventions-là. Parce qu'il y a aussi des fois des entreprises qui arrivent avec un plan stratégique super cool, parfait, il n'est juste pas monté pour le programme de subvention. Fait que même si c'est un bon plan, c'est mélangeant, là. Mais même si c'est un bon plan qui correspond à l'objectif de l'entreprise, il faut qu'on parle le même vocabulaire que le programme. Il faut qu'on mette les mêmes mots que le programme. Il faut qu'on fasse valoir au programme par rapport à ses objectifs à lui, qu'on va être capable de les atteindre dans le volet 1B. Fait que c'est de là aussi... évidemment, je prêche pour ma paroisse, mais c'est pour ça, je crois qu'on devrait travailler avec des entreprises comme nous qui ne sont pas seulement spécialisées en transformation numérique, mais qui surtout se spécialisent dans le maillage entre ça et les subventions. Exact. Puis c'est ça. Est-ce que c'est une planif stratégique adéquate pour l'entreprise? Puis est-ce que ça rentre dans les cadres des Audi 4.0, du MEIE, puis des affaires très spécifiques là, par rapport à ça. Donc, oui, tout à fait d'accord. Donc, le volet 1B, 1C de SR, c'est un des programmes qu'on va le plus chercher en ce moment pour les entreprises de 2,5 millions de chiffre d'affaires et plus. C'est disponible pour pas mal toutes les industries au Québec, pour les OBL et OBNL d'économie sociale. Tant que vous faites 2,5 millions de chiffre d'affaires, vous êtes éligible. Donc ça, c'est un des programmes qui est très compétitif aussi. Donc on essaie de demander commencer les demandes dès que possible, parce que l'épuisement des fonds, on sait que ça va être avant la date limite qui a été mise en début 2025. Est-ce qu'on a un peu une vue sur les délais au niveau de l'acceptation des projets pour Essor? C'est David qui demande. L'acceptation des projets va souvent se faire dans un délai de 90 jours, typiquement. Moins que ça ou 90 jours. Encore là, c'est le gouvernement, donc ça va vraiment varier dépendant du nombre de demandes qu'ils reçoivent à ce moment-là. Mais c'est pour ça, justement, que souvent, on va dire, commençons le projet en attendant l'approbation, parce que, justement, on peut commencer en attendant l'approbation. C'est juste que là, il faut jouer avec les délais à ce moment-là. Fait que, typiquement, là, on va rencontrer l'entreprise, on va parler de son projet, on va regarder la documentation qu'ils ont, puis le travail qu'ils ont déjà fait pour leur projet. Si on valide qu'il y a des chances vraiment intéressantes d'aller obtenir le 1C et le 1B, on va déposer la demande, ce qui se fait super rapidement. Mais là, après, il y a des délais qu'on ne contrôle pas, comme Vincent vient de dire, qui sont peut-être de 3 mois, ou est-ce que pendant ce temps-là, on peut quand même débuter, puis quand, après ça, on va soumettre les dépenses, on va recevoir le chèque pour la différence. Exactement. Good. D'autres questions sur Essor? Une dernière question sur Essor. Est-ce qu'une entreprise peut obtenir plus d'une fois les subventions 1A, B, C pour les logiciels différents? Oui.
C'est ça, exact. Le dernier mot a tout réglé. En gros, pour des logiciels différents, absolument. Pour des projets différents. Projets différents, ouais, c'est ça. Projets différents, c'est surtout ça qui est le clé. Ou ça pourrait même être le même logiciel, justement, ça pourrait être Zoho Books, puis après ça, Zoho CRM, puis en différents vagues de projets, donc ça va pouvoir fonctionner. En fait. Là, c'est là que il faut être créatif, il faut bien connaître les programmes, surtout pour des choses comme ça. C'est ça. Parce que là, Mané, je veux dire, le gouvernement, dans le contexte aussi, qui sont des humains, qui ont une enveloppe à terminer, qui savent que le programme... Il y a toute cette dimension-là aussi, là, que c'est un programme qui est ultra populaire. C'est probablement le programme en transformation numérique au Québec. Ben, ils vont préconiser des projets qui voient vraiment une valeur ajustée. Fait qu'on veut pas jouer sur la ligne, là. On veut vraiment un projet qui correspond aux attentes du programme puis qui va générer une réelle valeur pour l'entreprise. Après, si on est capable de le décliner en 2 ou 3 projets, ou si on est capable de merger ou de fusionner le SR avec, puis là, vous allez voir, il y a d'autres types de subventions, tant mieux, ça, on va le faire. Exact. Je pense que ça peut quasiment être un chemin qui est plus facile que d'aller chercher plusieurs volets, un C ou un B. Encore une fois, c'est à discuter avec notre équipe. Là. Puis même là, après ça, c'est aussi de faire une planification, de dire si tu veux faire plusieurs projets, peut-être ça va se faire sur plus d'1 an. Donc après ça, dans 1 an, est-ce que SR va avoir réouvert aussi? Donc tu sais, peut-être qu'on peut y aller juste un à la fois, faire un plan volet 1B qui va pouvoir couvrir 2 implantations différentes, puis on pourra réappliquer directement à ce moment-là. Tu sais, justement, il y a plein de façons de s'y prendre, c'est tout le temps un peu du cas par cas, mais oui, ça, c'est faisable. Ouais. Parfait. Après ça, donc là, on parle, tu sais, SR, c'est des dépenses externes. On disait justement qu'il y a des dépenses internes qui peuvent être subventionnées aussi avec ça, avec des programmes justement comme Novascience. Novascience, il y avait le programme junior qui était ouvert au printemps dernier. Il y a le programme senior qui devrait réouvrir. Le programme junior, c'est pour 30 000 de subvention par employé qui est embauché ou qui a été embauché récemment, qui va venir aider avec la transfo numérique, la recherche et développement, tout ça. Donc, on a un projet de CRM, de ERP, n'importe quel logiciel qu'on veut intégrer, aller trouver quelqu'un qui va justement prendre en charge ce dossier et aussi peut-être avoir d'autres responsabilités à l'interne. Ça va être subventionné justement à 50% du salaire pour l'année. C'est quand même un bon coût qui peut être amené à ce moment-là. Puis le programme senior, c'est pour justement des personnes plus seniors, ça serait vraiment plus des gestionnaires, chefs de produits, directeurs transfo numérique, directrices transfo numérique, tout ça. Donc ça va être pour des plus grosses embauches justement qui vont couvrir encore là 50% du salaire sur 12 mois. Ouais, Novascience, encore une fois, programme super populaire. Ils vont vraiment préconiser des candidates, right? Fait que c'est vraiment le CV de la personne et la description de ses responsabilités puis de ses tâches dans votre entreprise qui va un peu être le facteur de succès d'obtention de la subvention. Fait que le plus possible, là, on veut avoir un plan d'arrêt. On veut pas juste financer une embauche. Puis je reviens un peu là. Comme on peut pas faire jouer entre les lignes puis essayer de faire passer une embauche au marketing en Novascience. C'est l'objectif, ça va vraiment être de se trouver des vrais rôles et responsabilités qui peuvent bonifier un vrai plan de transformation numérique ou de recherche au sein de votre entreprise. Puis après ça, il y a des critères comme faut déjà que tu connaisses la personne que tu veux embaucher. Faut pas forcément l'avoir embauché, ça dépend du senior ou du junior. Il y a des choses comme ça qu'il faut comme respecter. Fait que ça, c'est des subventions, selon moi, qui se planifient. Exact. C'est un peu ça où est-ce que je veux en venir, c'est que tu peux pas juste le faire, OK, ça ferme dans une semaine, je veux capitaliser sur l'opportunité. Les chances de succès sont très, très, très minces dans ce cas-là, parce qu'il faut vraiment tomber pile poil selon les conditions du programme. Tandis que si c'est quelque chose qui se planifie, puis comme Novascience revient à chaque année depuis je sais pas combien d'années, ben, tu sais, ça se planifie, puis selon moi, les entreprises devraient se donner le devoir de le planifier. Puis justement, si on commençait un projet de transfo numérique maintenant, ben, on pourrait dire, ben, on va faire la planification, on va faire l'implantation, puis après ça, on va avoir une embauche qui vient dans quelques mois, qui va être subventionnée avec une autre vague de Novascience pour subventionner 50% à partir de là. Donc, sachant ça, on peut avoir le département des RH qui regarde passivement ou qui peut se faire un peu une liste de candidats à partir d'une certaine date quand c'est approprié. Donc, justement, le but, c'est de planifier en avance. Il y a plein d'opportunités de subvention, mais en effet, ça marche pas essayer de fitter un triangle dans un cercle, là, ça fonctionne pas. Donc là, le but, c'est de dire c'est quoi le meilleur moment de s'y prendre pour les différentes dépenses avec les programmes qui sont Je reviens sur ce que tu as dit tantôt, Mathilde, qui était comme, nous, quand on propose un plan de transfo, on va proposer un plan de financement pour ces opérations-là, ces activités-là. Ben, ça en fait partie, right? C'est quoi les embauches que tu vas avoir besoin? Après ça, on va parler de formation, tout ça. Fait que, voilà.
Un autre programme qui va toucher un peu des salaires, un peu des dépenses externes, c'est des programmes justement de formation de Service Québec. Il va y en avoir qui sont sectoriels par industrie, il y en a qui sont plus globales, ça va vraiment beaucoup varier, mais on va vraiment utiliser ça pour la formation. Quand on parle de transformation numérique, là, ça peut être utilisé de mille et une façons, là, Service Québec, mais quand on parle de transformation numérique, on parle des formations qui vont suivre l'implantation d'un nouveau logiciel. Donc justement, on a Zoho, on l'a tout bien paramétré, c'est bien le fun, mais notre équipe est passée de Excel à Zoho ou de pas grand-chose ou d'un logiciel à un autre. Comment est-ce qu'on peut justement s'assurer qu'il ne manque pas un pas par rapport à ça? Ça va être des subventions pour de la formation, autant externe avec peut-être le consultant, la consultante qui vous a aidé initialement pour l'implantation, peut-être un autre, et aussi il va y avoir des crédits d'impôt puis des subventions qui peuvent s'appliquer en certains des cas pour les dépenses internes. Donc, si on a quelqu'un qui gère le projet à l'interne puis qui va vraiment coacher tout le reste de l'équipe, bien ça, justement, il y a des possibilités à ce moment-là aussi. Les subventions vont varier vraiment du cas par cas, de la région, du moment qu'on le demande, s'il fait beau aujourd'hui ou pas. Mais en gros, c'est autour de 50 à 65 % souvent qu'on peut aller chercher. Puis c'est là qu'on va justement planifier les dépenses en fonction de c'est quoi les autres subventions qu'on a reçues, comment est-ce qu'on peut structurer les dépenses avec la personne qui fait l'implantation, puis essayer d'aller chercher le plus de montant là, à ce moment-là. Typiquement, là, puis pour l'avoir fait nous-mêmes à l'interne plusieurs fois, cette subvention-là, c'est pas des grosses enveloppes. Right? En fait, c'est que ça dépend beaucoup du nombre d'employés que tu vas avoir à former. Fait que plus tu as une entreprise qui a beaucoup d'employés qui vont utiliser les logiciels, bien, plus tu peux aller chercher ultimement de remboursement sur les dépenses. Le 50 à 65, typiquement, j'ai toujours vu un 65 quand c'est pour un projet de transformation numérique. Parce que tu pourrais aussi dire on veut juste se former en vente, mettons, ou en marketing, etc., qui n'est pas forcément un projet d'optimisation de tes opérations. Puis là, tu vas aller chercher ton 50. C'est juste que ce qu'ils vont vraiment préférer, c'est qu'est-ce qui va optimiser l'entreprise directement donc lié avec le sujet d'aujourd'hui, la transfo. Puis là, tu peux aller chercher un 65. C'est aussi quelque chose, tantôt je parlais, pour nous, l'implantation qui réussit, c'est quand c'est implanté et utilisé. Le deuxième, là, c'est ça qui fait en sorte si nos clients sont satisfaits ou pas du travail qu'on fait. Fait que nous, si on travaille ensemble, systématiquement, on va vous proposer de faire un accompagnement pour former vos membres, les membres de l'entreprise à utiliser la solution de la bonne manière puis vraiment capitaliser sur l'investissement qui a été fait. On a mis 80% du budget, des efforts, de l'énergie dans l'implantation. Comme on est presque là. Il manque juste de former le monde puis qu'il l'utilise de la bonne manière. Puis là, on va capturer tous les gains. Fait que c'est quelque chose auquel on tient beaucoup en général. On a une bonne question aussi de Kimberly qui demande, parce que là, on a vu le programme Essor, on a vu Service Québec. Elle demande si c'est possible d'appliquer aux deux en même temps. Exactement, tout à fait. C'est ça la science. C'est ça le but. Et c'est vraiment ça le moment que ça devient encore plus corsé, parce qu'il faut aller voir c'est quoi toutes les petites fine prints de chacun de ces programmes-là, puis toutes les conditions, exclusions et tout ça. Mais oui, ces programmes-là, typiquement, là, un chemin qu'on a souvent fait et qu'on préfère, c'est Essor, Novascience, Service Québec, les trois combinés ensemble, même avec d'autres programmes qu'on va voir par la suite, parce que justement, ils ont des dépenses admissibles qui sont complémentaires. Donc, on va pouvoir les utiliser à ce moment-là, puis on pourrait même techniquement combiner des subventions qui ont des dépenses admissibles équivalentes et qui sont la même chose, qui sont les deux des salaires. Après ça, il y a des maximums d'aides cumulatives qu'on peut aller chercher. Mais là, on rentre encore plus dans les détails. Je veux pas Ça, c'est vraiment le plan de financement qu'on faisait référence tantôt. En gros, là, c'est genre par rapport à ton projet spécifique, voici les deux, les trois, voici les programmes exacts qu'on peut aller chercher. Parce que là, on rentre dans du à la pièce. Mais l'objectif, comme tu viens de dire, Vincent, c'est effectivement de cumuler, de mélanger, de merger les différents programmes pour soit le même projet qu'on va découper en différents morceaux ou soit être capable de créer plusieurs projets justement avec la même activité. Des projets de transfert numérique qu'on fait normalement avec nos entreprises, ça va être de 3 à 6 subventions qu'on va aller chercher par projet parce qu'il y a tellement de programmes qui peuvent s'appliquer pour différentes dépenses, différentes étapes du projet. Ouais. Avant qu'on passe au prochain programme, j'ai une question quand même assez générique qui est revenue. On veut savoir s'il y a des programmes qui prendraient subvention de la création custom de logiciels. On arrive là-bas. Ouais, on y arrive. Pour les personnes qui ont posé des questions, ça sent bien. Donc oui, parce qu'en effet, le dernier programme Essor, c'est plus pour l'implantation d'outils, c'est pas du custom. Mais encore là, ça va dépendre des programmes. Donc il y en a qui vont entrer là-dedans. Quand on parle...
directement, c'est un bon timing. Voilà. Le C3I, un programme qui peut, entre autres, subventionner les dépenses custom. En gros, c'est des crédits d'impôt remboursables pour des dépenses qui améliorent la productivité des PME québécoises. Donc, ça va être de justement 15 à 25 typiquement qu'on va aller chercher sur les dépenses de logiciels, de gestion, de machinerie, plein de dépenses qui améliorent la productivité. Donc, ça peut surtout même, les plus gros montants qu'on va aller chercher dans les logiciels, ça va être par rapport au développement custom qui ont été faits à l'interne. Puis là, on peut souvent aller chercher en arrière contre toute attente. Là, les subventions, on regarde tout le temps par en avant. Ces crédits d'impôt-là, on regarde vraiment en arrière, évidemment. Donc, c'est 18 mois en arrière qu'on peut aller chercher des dépenses subventionnées par rapport à ça. Et aussi l'achat de machinerie, qui est un gros morceau pour les manufacturiers, usines, puis des gros montants souvent en machines qui peuvent être dépensés à ce moment-là. Donc, c'est un 15 à 25 qu'on va chercher avec ça. Encore là, c'est souvent quelque chose qu'on combine à SR, Service Québec, Novascience, tout ça, parce que ça vient un peu boucler la boucle de on a fait SR pour planifier notre projet, SR pour l'implanter, Novascience pour un employé qui va gérer le projet à l'interne, Service Québec pour les formations des employés à l'interne. Puis là, on est rendu à la fin de l'année, on fait les relevés d'impôts, on inclut C3I pour aller chercher l'achat de machinerie, le ERP, puis d'autres salaires qui ont été mis là-dedans. Super bien dit. Pour moi, c'est le C3I, c'est presque le programme qui se combine le mieux avec tout. Exact. En plus, il y a un crédit d'impôt, donc c'est pas exactement une subvention. Puis encore là, il y a un gros volet de planification à faire avec ça parce que, justement, on le voit, matériel de fabrication et de transformation, catégorie 53. Là, on va en perdre du monde. Là. J'en mets un peu trop dans l'assiette. En gros, puis là, il faut être un comptable pour savoir ça. Je m'y connais à peine. Là. Mais les dépenses d'achat d'équipement, que ce soit un ordinateur, ça va être catégorisé au numéro 12. Un tracteur, c'est un achat catégorie 48. Donc, il y a différentes dépenses qui peuvent être mises dans différentes cases. Puis des fois, les comptables vont pas nécessairement mettre dans la case appropriée certaines dépenses parce que ça peut rentrer dans plusieurs cases des fois. Donc, ce qu'on fait au travers de l'année, c'est aussi de dire catégoriser vos dépenses de telle et telle façon pour s'assurer d'avoir les bons retours. Parce que tu veux pas arriver à la fin de l'année, puis là, tu peux pas recatégoriser ça, puis là, tu as perdu de l'argent avec ça. Donc, au fil de l'année, dans le plan de financement, on s'assure de justement monter le dossier, structurer le dossier pour aller chercher des remboursements de manière efficace. D'où l'idée d'être proactif dans ce genre de dossier-là. Exact. Si t'arrives, puis là, t'es comme, j'ai déjà fait ça. C'est correct, quand on commence à travailler avec des entreprises, essentiellement, on n'était pas là avant, right? Fait que, presque systématiquement, les choses sont pas forcément structurées pour aller chercher des aides gouvernementales, des incitatifs. Mais l'objectif, c'est pour ça que maintenant, on travaille avec nos années sur une base annuelle, avec nos entreprises sur une base annuelle, c'est pour être capable de, justement, ficeler les différents projets, autant ceux qui sont en cours que ceux qui sont projetés d'arriver, pour s'assurer que tout soit en place, puis que ça soit plus efficient, puis que ça soit vraiment comme un no-brainer un peu pour le programme d'accepter ces demandes-là parce que tout est ficelé de la bonne manière depuis le jour 1. Exact. Puis ça, c'est des programmes que justement vont s'appliquer à toutes les industries, ce qu'on vient de voir. Après ça, il va y en avoir qui sont genre par industrie, il y en a qui sont par municipalité, il y en a qui sont par MRC. Donc encore là, comme on dit, on va le redire, là, c'est du cas par cas. Mais on va aussi montrer d'autres subventions qui sont vraiment par industrie. La première étant l'IQC 4.0. Ça, c'est l'Initiative québécoise de la construction 4.0. Donc, dans les termes de transformation numérique 4.0, d'optimisation, productivité et tout ça, c'est un programme un peu similaire à SR dans le sens qu'il y a un volet pour la planification puis il y a un volet pour l'implantation. C'est jusqu'à 62 000, même plus, dépendant du chiffre d'affaires qui peut être obtenu pour la transformation numérique. Puis, on va le décortiquer en deux volets. Là. Le premier volet étant un volet qui est subventionné à 100% pour faire la planification. Donc, ce que tu décrivais, Mathilde, tantôt, qui est justement faire le cahier de charges, voir combien est-ce que ça va ramener de retour sur investissement à l'entreprise, combien que ça va coûter, c'est quoi les bonnes façons de s'y prendre, le plan de financement, tout ça. Ça peut être subventionné justement à 100% à travers cette initiative-là. Puis après ça, là, l'entrepreneuse peut se poser et dire, est-ce que je passe au volet 2 qui va subventionner 50% du projet pour l'implantation? Après ça, l'implantation, ça va être justement formation, implantation, accompagnement, achat d'équipement. Ça va beaucoup varier en termes de dépenses admissibles. Et évidemment, ça va être combiné avec d'autres programmes, que ce soit un SR de ce monde ou d'autres programmes qui s'y rattachent, comme C3I, Novascience, Service Québec. C'est toutes des possibilités qui sont là. Donc là, après ça, comment est-ce qu'on peut les matcher? Mais ça, c'est le parfait programme où commencer sa transformation numérique si on est dans le milieu de la construction. Pour rebondir un peu sur ce que tu viens de dire, au niveau du cahier des charges, on le voit surtout au niveau du volet 2.
Puis on a la chance de pouvoir accompagner plusieurs entreprises. Puis on se déplace aussi chez eux pour voir un peu plus tout ce qui est au niveau processus, pour rentrer un peu plus dans les détails. Parce que dans l'audit numérique, on ne rentre pas forcément en profondeur. C'est vraiment plus côté stratégique. Donc dans le volet 2, c'est ce volet-là qui nous permet de rentrer plus dans les détails. Okay. Ouais. Puis, typiquement, là, puis là, on va regarder 2 ou 3, peut-être 3 ou 4 là, subventions qui sont plus spécialisées encore. Je conseille aux entreprises, par exemple, là, dans ce cas-ci, de la construction, mais après ça, il y en a d'autres, de commencer avec ces programmes-là. Parce que c'est comme... T'es 100% le persona. T'sais. Les enveloppes sont plus flexibles. C'est des plus petites équipes. C'est pas Investissement Québec. C'est des... là, c'est l'IGN là, qui est un peu plus tôt. Là. Plus flexible, plus rapide. C'est des remboursements aux 30 jours, souvent, ce genre de choses-là. On recommande beaucoup de au moins regarder... en fait, nous, c'est ça qu'on va faire avec vous. On va commencer par regarder c'est quoi les subventions qui sont plus spécialisées, plus niches par rapport à ce que vous faites exactement. Puis après ça, on va essayer de les combiner avec le reste. Ou en tout cas, il faut essayer d'être créatif là-dedans. Puis comme Vincent t'a dit, le but, c'est après ça de les combiner avec les autres. Exact. Parce que quand tu prends un QC, tu es aussi éligible à Innovation, tu es aussi éligible à Service Québec, tout ça. Fait que après ça, si tu es capable de faire ton plan de financement, tu es capable de dire, OK, ben dans mon volet 2, comme Mathilde l'a dit, je vais mettre mon cahier de charge, mais je ne vais pas le mettre dans mettons, SR, si je décide de faire SR pour un autre projet qui est très lié. Fait que, quand tu es capable d'avoir une vue d'ensemble sur les différents programmes, au départ, nous, c'est ça qu'on va faire. On va lister tous les programmes potentiels. Puis après ça, on va dire, OK, ben telle activité, tel projet, puis telle dépense, on va les mettre dans ce programme-là, ce programme-là, ce programme-là. Puis c'est comme ça qu'on va avancer. Si tu es tout le temps en train de le faire à la pièce, c'est presque sûr que tu capitalises pas assez sur le programme. Puis souvent, c'est à ce moment-là qu'on arrive, puis on voit, il y a telle opportunité de combiner des programmes, puis non, t'as déjà fait ça là. Puis, exact. Alors, ça aurait été le fun, j'aurais pas dû t'en parler, limite. C'est trop de faux espoirs. Mais c'est ça, exactement, comme tu dis aussi pour le volet IQC, c'est beaucoup plus rapide dans le sens, t'as même pas à payer le fournisseur pour le volet 1 en commençant. Ils font juste te demander un dépôt, puis ils payent le fournisseur pour toi. Versus SR, faut que tu fasses la demande, tu payes le fournisseur, t'attends d'être approuvé, tu te fasses rembourser 50%. C'est ça, quand on parle d'un programme spécifique à votre industrie, plus vous cadrez dans les critères du programme, puis que c'est un programme niché, le plus, en effet, l'acceptation va être parfaite, puis il y a beaucoup de flexibilité là-dedans, donc c'est ça à prioriser, typiquement. Ouais. Après ça, donc ça, IQC, c'est pour la construction. On en a aussi, justement, c'est pour le milieu manufacturier. CIPEM, ça, c'est un de ces programmes-là. En ce moment, il y a le programme qui vient juste de terminer là, pour le volet des cahiers de charges, que c'est pour la planification, justement, des projets, voir ça va être quoi le retour sur investissement possible là-dedans, qui a un 15 000 de subventions disponibles à ce moment-là. Puis il va y avoir le volet implantation qui va réouvrir en 2025 pour justement mettre en place ce projet-là. Donc, c'est pour ça aussi que quand on dit de planification, faire du cas par cas, puis une planif en fonction de vous, c'est de dire, bon, votre projet, vous avez 10 projets d'entreprise à faire en ce moment. Il y a ces 2 projets-là de transformation numérique. Dans votre industrie, il va y avoir des subventions qui sortent à ce moment-là. On pourrait justement timer ça d'une façon qu'on va chercher les subventions qui sont disponibles pour les achats de machinerie maintenant. Puis après ça, on va aller faire la planification de la transformation numérique puis du ERP quand les programmes réouvrent. Donc, tu sais, c'est aussi de vous donner une visibilité non seulement sur ce qui est disponible maintenant, mais ce qui va être disponible dans le futur pour s'assurer qu'on ne fasse pas une dépense tout de suite que, coudonc, on aurait bien pu subventionner ça. Ouais. Donc, c'est en effet toute l'espèce de vision d'ensemble, puis d'avoir des sentiers battus au lieu d'une jungle bien étoffée. C'est vraiment ça qui fait la différence. Puis, tu sais, après, je veux dire, il y a des programmes qui vont naître dans le futur. Right? Qu'on n'aurait pas pu vraiment prédire qu'elle allait arriver. Je pense qu'il y a des grosses affaires qui s'en viennent en 2025, particulièrement tout ce qui touche à la cybersécurité. Mais on le sait pas. Genre, même nous qu'on a quand même des bonnes connexions, je crois, dans le milieu, on le sait pas exactement. Mais tous ceux qui reviennent, là, c'est comme ça vaut la peine là, de planifier ces choses-là puis de bien le faire parce que je comprends pour les quelques cas là, de licornes qui vont arriver dans les prochaines années ou les prochains mois. Mais typiquement, les programmes qui fonctionnent restent. C'est ces programmes-là qu'on veut le plus capitaliser. Les nouveaux programmes un peu embryonnaires, tout ça, flexibles, ne savent pas trop ce qu'ils veulent. Typiquement, c'est pas vraiment là que tu veux mettre toute ton énergie. Mais effectivement, puis je sais pas exactement ce qui va se passer avec le CIPEM, avec les manufacturiers, mais définitivement, c'est Prompt, qui est le mandataire de ce programme-là, ont plein de nouveaux programmes qui vont réouvrir. Fait que juste de rentrer dans leur écosystème, c'est une bonne chose. Même si le programme est fermé en ce moment, c'est des choses qui prennent du temps à s'établir. Puis évidemment, nous, on peut vous aider à faire valoir votre point avec eux pour que votre projet soit accepté au moins à la réouverture. Exact. Puis, mais excuse. Donc, je vais dire, afin de confirmer, pour CIPEM, Sarah demande si ça s'applique pour les commerces de détail et leur POS.
ce serait pas pour les commerces de détail, le CIPEM. Il y aurait d'autres programmes qui pourraient s'appliquer pour eux autres, comme SR et peut-être d'autres subventions du genre, dépendant même de la ville où est-ce qu'ils sont basés. Je sais qu'à Laval, il y a une subvention pour les commerces de détail en ce moment. Ça va être plus cas par cas, ça sera pas CIPEM, par exemple. Ouais. Puis pour revenir sur ce que tu disais, en effet, les programmes établis vont être, puis surtout des bailleurs de fonds établis, sont souvent les à plus prioriser parce que là, nous, on a une relation un peu développée déjà avec IGN qui gère le programme IQC où est-ce qu'on est un conseiller autorisé de ça. Promptinov est venu faire un webinaire avec nous autres, donc il garde l'information sur soit les prochains programmes qui sortent puis tout ça. Puis après ça, il y a aussi le prochain programme que j'allais parler qui est la CETAC, que c'est le Conseil de transformation alimentaire du Québec. Eux autres, quand le programme actuel va finir, il va en avoir d'autres aussi qui sortent. Puis il faut garder un peu ce contact-là pour rester... après ça, quand on monte un dossier avec eux autres, ben, ils vont nous tenir au courant de c'est quoi les développements qui peuvent venir par la suite. Donc, c'est tout quelque chose, je pense, à développer, cette espèce d'infrastructure de connexion. Là, qui se fait pas du jour au lendemain. Non, vraiment pas. Donc, j'ai sauté un peu là-dessus. Là. Donc, le CETAC, qui est le Conseil de transformation alimentaire du Québec, c'est une subvention à 2 volets encore là pour l'implantation puis l'amélioration de la productivité à travers la transformation numérique. C'est pour les entreprises de transformation alimentaire. Puis ça, c'est un de ces programmes qu'on parlait justement qu'ils ne vont pas subventionner le plan, mais ils vont vous demander d'arriver avec un plan pour pouvoir faire le projet. Puis c'est ça qu'on disait que justement les critères, est-ce que votre plan cadre avec les critères de ce programme-là? C'est là qu'il faut s'assurer d'avoir un conseiller qui s'y connaît dans ces programmes-là avant d'appliquer, puis pour faire votre planification même, pour s'assurer de faire ça de la bonne façon. Puis c'est des montants justement jusqu'à 15 000 en subvention qu'on peut aller chercher, qui couvrent 60 % de l'enveloppe budgétaire. Encore là, justement, quand ça ne couvre pas tout le projet ou que ça ne couvre pas assez pour ce que l'entreprise a besoin, si on a un projet à un plus haut budget, il y a d'autres subventions qu'on irait chercher dans tous les cas. Donc, il y a différentes façons de planifier ça, mais ça, c'est un de ces programmes-là qu'on parle, spécialisé pour l'entreprise. Si on est en transformation alimentaire au Québec, puis il y a un programme de subvention qui a tous tes mots d'entreprise dans leur programme, c'est le bon endroit pour commencer. CETAC, là, typiquement, là, je pense qu'ils recherchent des gens. C'est un des programmes là, qui sont ultra... Ils répondent rapidement, ils veulent aider leurs membres. Évidemment, c'est une association sectorielle aussi, le CETAC. Là. Fait que peut-être que les entreprises qui sont en transformation alimentaire, évidemment, les connaissent déjà. Mais leur programme, selon moi, vaut la peine d'être davantage diffusé puis connu. Fait que nous, on a une bonne relation avec eux à propos de ça pour être peut-être l'exécutant, le mandataire des plans ou des stratégies de transformation numérique pour être aussi éligible à la subvention. Fait que définitivement, ça vaut la peine de nous parler si vous êtes dans cette industrie-là. Puis après ça, donc tu sais, je passe un peu à travers rapidement parce que je sais qu'il y en a qui ne sont pas de ces industries-là qui se demandent quand est-ce que c'est leur tour. Il y a un autre que c'est le LTI3, que c'est l'entreprise de véhicules de transport. Donc toutes les entreprises dans le secteur de transport de marchandises ou qui font du transport de marchandises avec une flotte de véhicules de camions de 20 et moins vont être éligibles à ça. Ça, justement, c'est pas juste les entreprises de transport qui sont éligibles à ça. Il y a des entreprises aussi de distribution qui vont l'être. En tout cas, plusieurs... manufacturiers aussi. Oui, c'est ça, exact. Ouais. Tant que tu as une flotte de véhicules, en gros, tu peux être éligible à ça. Donc, justement, il y a moyen de combiner LTI3 avec CIPEM qu'on vient de voir pour, justement, les différents programmes dans différentes situations en cas par cas, encore là. Puis le LTI3, justement, c'est jusqu'à 33 000 en subvention, de 60 à 70 % qu'on peut venir couvrir avec le programme. Tout nouveau programme, ça a ouvert cet été, je pense, ou en tout cas dans les derniers mois. Fait encore là, ils ont de la place, ils ont de la capacité à donner des prêts, équipe super responsive. C'est pour ça un peu que je parlais au début, quand tu as accès à des subventions qui sont spécialisées, nous, typiquement, on va commencer par regarder ça. Parce que c'est avec eux qu'on peut vraiment bâtir tout le cursus de tes subventions par la suite. Puis souvent, c'est des ressources qui sont dédiées. C'est fait avec Innovlog, là, qui est l'Institut de la logistique au Québec, ou en tout cas, je ne sais pas exactement comment ça s'appelle, mais eux, ils ne font que ça. Puis c'est vraiment des experts qui te permettent d'optimiser ta logistique à l'interne. On a des anciens d'Innovlog qui sont avec nous. Fait que, on a aussi une très belle relation avec eux. On est aussi en voie d'être autorisé pour faire les audits. Fait que je pense que ça vaut la peine qu'on se parle définitivement si vous avez une flotte. Oui, vraiment. Puis après ça, un autre programme qui va être utilisé autant pour de la transformation numérique que pour d'autres dépenses, c'est le EPRTNT, EPTRNTNT. À chaque fois, je me mélange. L'entente de partenariat de transformation numérique de tourisme. Donc, le EPRNTNT, je l'ai. Parfait. Je l'ai eu. C'est du premier coup, je pense. On pourrait éditer de toute façon. Évidemment. Il n'y a personne qui écoute en ce moment. Puis, donc, en gros, c'est un programme pour les entreprises de tourisme au Québec qui va être éligible votre région a une enveloppe budgétaire en ce moment. Où est-ce qu'elle est rendue? Je ne peux pas le dire pour toutes les régions en ce moment. Mais il y en a beaucoup qui sont encore actives, il y en a d'autres qui sont en réouverture. Donc,
à voir où est-ce que vous en êtes. Encore là, c'est du cas par cas. Mais c'est une subvention pour autant des projets de commercialisation, si vous voulez faire une rénovation de l'image de marque, des études, de la formation. Mais il y a aussi une section qui est pour de la transformation numérique, qui est celle qu'on parle aujourd'hui, que c'est du 100 000 et plus en subvention qu'on peut obtenir pour de l'amélioration de productivité, de l'achat de machinerie, de l'implantation de logiciels. Ça va vraiment être très large comme programme. Puis encore là, justement, quand on a un programme qui est sectoriel, qui est fait pour votre industrie, qui est fait pour votre milieu, c'est là qu'on voit qu'il y a le plus de flexibilité là-dedans, parce qu'il y a beaucoup de dépenses qui sont admissibles, puis c'est des gros montants. Donc, c'est souvent là qu'on va commencer quand on a une entreprise en tourisme dans ce secteur-là. Oui, 100%. Ça fait à peu près le tour pour les subventions d'industrie que je voulais couvrir aujourd'hui, mais en même temps, il y en a beaucoup d'autres, puis il y en a qui vont réouvrir, donc ça va dépendre du cas par cas. Puis si vous ne savez pas exactement dans quelle case est-ce que vous rentrez, c'est tout le temps bon de parler à quelqu'un de notre équipe de Hello Darwin pour savoir justement où est-ce que je rentre dans ces industries-là. Après ça, il va aussi avoir des subventions. On a parlé beaucoup de subventions au niveau provincial, fédéral aujourd'hui, qui sont justement les bailleurs de fonds qui sont souvent les plus connus, mais ceux qui sont encore là, les plus flexibles, plus intéressants, des fois, ça va être les subventions municipales et régionales. Donc, tu sais, MRC, ville, puis arrondissement, tout ça, là, il va y avoir des subventions puis des montants qui sont disponibles, qui sont plus difficiles à trouver parce que c'est pas aussi facilement... c'est pas centralisé c'est ça, la plupart du temps. Exact. Ouais. Donc, ça va être des programmes qu'on va tout le temps faire, comme tu disais, quand on fait la liste puis le plan de financement avec une entreprise, on va dire, ben ça, c'est les subventions au fédéral que vous avez accès, ça, c'est les provinciales, ça, c'est les régionales, ça, c'est les municipales. Puis on va justement voir, c'est quoi les meilleurs programmes avec lesquels commencer. Dans quelques-uns des programmes que je voulais mentionner, juste donner un peu des exemples des types qui sont disponibles. On va dire à Laval, il y a Virage Techno, qui est une subvention de 37 000 pour la transformation numérique des entreprises de commerce de détail pour, je me rappelle, je pense Kimberly plutôt, ou quelqu'un, qui couvre justement 50% de l'acquisition de l'équipement, puis tout ça. Après ça, il y a des subventions de l'autre côté de la rive, à Longueuil, puis toute l'agglomération pour justement de l'expertise, puis il y a aussi d'autres subventions prêts à 0% qui sont disponibles avec le DEL. Il y a beaucoup de programmes là-bas. Et il y a même la Ville de Québec qui a des subventions de 100 à 500 000 pour de l'automatisation, de la robotisation, manufacturier et autres. Puis il y a même justement juste 20 000 pour des services conseils, c'est pour de la croissance, de la commercialisation. Donc, c'est là qu'on remarque, quand on se creuse sur le dossier de tous et chacune, que là, on voit, il y a bien des subventions qui sont disponibles qui peuvent nous échapper. Puis là, j'ai mis les grandes villes, si on peut dire, mais... Il y en a d'autres, là. C'est ça. Il y en a à Saint-Clinclin-des-Meumeux, il y en a, même si on s'éloigne des métropoles, je dirais il y en a plus. Ouais, 100%. Définitivement, tout ce qui est Bas-Saint-Laurent, Gaspésie, etc., Saguenay-Lac-Saint-Jean. Après, Lévis, je sais que Laval a aussi quelque chose pour les manufacturiers, puis comme tu dis, l'enjeu là-dedans, c'est de les trouver, de développer des relations avec ces gens-là, mais une fois qu'on les a, ils sont super flexibles. Puis nous, l'objectif, évidemment, on a plus d'une entreprise qui se situe dans chaque pôle, chaque ville. Fait qu'on est capable de justifier un peu d'avoir une relation avec ces gens-là pour être capable de dire, OK, ben là, Laval, en ce moment, là, oui, il y a le commerce de détail, mais ils ont aussi à chaque année une transformation numérique 50% en manufacturier pour les entreprises qui sont basées à Laval. Il n'est jamais ouvert ce programme-là parce qu'il part comme ça. Mais la journée qui va l'être, on va avoir peut-être un petit heads-up de, je sais pas, 2 jours avant, ou je sais pas, ce sera pas un grand-chose. dossier déjà monté déjà aussi. Exact, on peut déjà commencer à monter les dossiers en amont. Fait que c'est toutes des petites choses comme ça qui, selon moi, puis c'est ça un peu le défi. Nous-mêmes, quand on a lancé ce programme-là, d'aider les entreprises à obtenir des subventions, c'était comme, sont où les subventions? Première étape. Première étape, parce que dans le sens, il y en a dans plein de bases de données différentes, puis tu trouveras pas la subvention de Laval, mettons Virage Techno, sur le site de l'ISDE qui est censé répertorier toutes les subventions au Canada. Fait que tu sais, nous, c'est au fil du temps là, qu'on a bâti cette base de données-là qui est à presque 2000 programmes d'aide financière en ce moment au Canada. Fait que voilà, je pense que ça fait une partie de la valeur ajoutée. Ça se fait en 3 façons, je pense, de trouver les subventions. La première, c'est justement un outil technologique qui va répertorier tous les programmes qui sont facilement répertoriables sur les sites fédéraux, provinciaux, tout ça, puis les plus gros bailleurs de fonds qu'on connaît déjà. Après ça, c'est justement avoir un contact avec les bailleurs de fonds, qu'eux, ils nous tiennent au courant de c'est quoi les nouvelles subventions, c'est quoi les nouveaux programmes qui sortent. Donc, comme quand on avait le Fonds d'action québécois de développement durable qui nous parlait de la subvention Éco-Leader qui allait ressortir. On a eu cette information-là, justement, un peu en primeur à savoir c'était quoi les nouveaux programmes qui sortaient. Puis après ça, c'est justement dans chacun des accompagnements qu'on fait, quand on fait une subvention, un plan de
un accompagnement de plan de financement, puis voir ce qu'ont toutes les subventions disponibles, là, justement, on va pouvoir voir, hey, OK, Saint-Clinclin-les-Murmures a telle subvention pour s'installer un nouveau mur, puis son nouveau ci, puis son nouveau ça. On va l'acheter dans la base de données, puis là, justement, on devient tout le temps meilleur à chaque intervention qu'on fait. Donc, je pense que c'est un gros morceau de ça. Puis tes subventions municipales, est-ce qu'elles sont un peu plus ouvertes pour les organismes? Sinon, quels seraient les programmes pour eux? Il va en avoir pour les organismes, puis il y a même des subventions qu'on a parlé aujourd'hui qui le sont. C'est comme le EPTN quelque chose. Celui-là, celui en tourisme, il y en a, tu sais. Puis il y a des programmes qui vont être disponibles pour les organismes. Encore là, c'est plus du cas par cas. Ouais. Mais oui, même les municipalités, souvent, il va y avoir soit que c'est éligible pour les deux, soit il y a la même version pour l'OBNL, typiquement. On est à veille, en fait, de faire un webinaire spécifiquement pour les organismes à but non lucratif, parce que je pense que ça ferait du bien. On a une grosse communauté aussi d'OSBL, fait que ça pourrait être bon de regrouper ça. Et de l'économie sociale aussi, ça, c'est sur la to-do list. Donc là, on a parlé de beaucoup de programmes, ça en met beaucoup dans l'assiette. Ouais. On se met un petit digestif d'études de cas pour voir comment est-ce que ça peut s'appliquer pour les entreprises. J'ai inclus justement des études de cas de différentes entreprises qui ont étudié notre accompagnement de subventions. Il y a les subventions en transfert numérique, il y en a en commercialisation, tout ça, mais c'est un peu montrer à quel point ça peut être combiné pour différentes industries. C'est un exemple, là, c'est l'entreprise dans le transport routier qu'eux autres, flotte de moins de 20 véhicules, autour de 2 millions de chiffres d'affaires, ont été allés chercher les subventions du LTI pour des diagnostics, des changements de logiciels. Puis après ça, c'était l'autre volet qui était des achats de camions qu'on a pu aller obtenir avec des subventions disponibles dans le métier. Puis là, les subventions, Service Québec de formation, on dit justement 50-65 % puisqu'on ne veut pas décevoir personne en disant des trop gros montants pour rien. Mais là, eux sont allés couvrir 90 % de leurs dépenses parce que c'était niché à leur industrie, puis c'était un besoin spécifique, puis c'est une initiative gouvernementale. Donc, il y a beaucoup du cas par cas qui peut être fait à ce moment-là. Ouais. Donc ça, c'est un exemple en transport routier. Il y en a d'autres, justement, dans l'agroalimentaire, un verger qui fait du tourisme. C'est quelqu'un qui peut justement bénéficier de l'entente de partenariat entre transformation numérique du tourisme. Je le dis au complet maintenant. Puis aussi, justement, des programmes du MAPAC. On n'a pas parlé aujourd'hui du MAPAC parce que la plupart des programmes sont fermés en ce moment, mais ils vont beaucoup réouvrir justement à l'automne et au printemps. Puis ça, c'est des subventions très populaires pour tous ceux qui sont dans l'alimentaire, à savoir pour acheter de l'équipement, pour faire des certifications de salubrité, pour de la croissance et pour plein de dépenses différentes. Donc, beaucoup des entreprises qu'on va avoir, justement, si on fait une planification des dépenses des 12 prochains mois, on va dire, OK, il y a le CETAC, il y a SR, il y a toutes ces subventions-là qu'on parle, mais c'est aussi de dire, bon, est-ce que tes projets, justement, que tu as dans 3 mois, on ne pourrait pas les échelonner pour 3 mois et demi pour quand les programmes devraient rouvrir? Ou, essayer de se planifier ça de la bonne façon. Donc, ça, c'est ce qu'on fait aussi avec ces entreprises-là. Après ça, je donne un peu des exemples, là, puis il y en a plein d'autres qui vont sortir de ça, mais il y a aussi une entreprise architecture qui avait aussi une fonction contracteur entrepreneur général, qu'eux autres, on est allé chercher l'IQC pour subventionner leur transformation numérique. Puis eux, c'était aussi beaucoup de dépenses de commercialisation, donc la PSCE, le Canexport pour faire des trade shows, des embauches de vendeurs, vendeuses, puis plein de dépenses justement liées à l'augmentation du chiffre d'affaires. Donc c'est pour ça aussi que, dépendant des priorités de l'entreprise, il y en a que le ERP, c'est peut-être la deuxième, troisième priorité. Parfait, c'est quoi la première? Quelles subventions ils sont disponibles? Puis après ça, la transformation numérique, c'est quoi le meilleur timing cette année pour le faire? Puis là, peut-être qu'on va dire, faisons la demande essor, puis attendons ce 90 jours-là si vous n'êtes pas pressé. Comme ça, on attend, puis on peut commencer d'autres projets en attendant. Je me perds un peu dans mes planifs. Non, mais c'est ça. Je pense que tu l'as vraiment bien décrit, puis c'est des super beaux cas pour moi, cette chose-là. Nous-mêmes, en fait, ce qui nous a mis un peu la puce à l'oreille dans ce projet-là, c'est que nous, on a commencé à faire ça. Pendant 5 ans, on n'a pas fait aucune subvention. Puis là, d'un coup, on en fait une deuxième. OK, on est capable d'être créatif là-dedans. Puis au final, ça nous rend juste plus compétitifs sur le marché parce qu'on a, techniquement, bien évidemment, plus de capital pour réaliser nos projets. Fait qu'on peut être encore plus... on peut aller bien plus profond dans les projets d'amélioration qu'on veut faire. Puis je pense que c'est un peu ça la mission derrière le projet, d'offrir des subventions aux entreprises. C'est vraiment des aider à leverager puis à capitaliser sur ces programmes-là qui, si on le fait pas, ils vont être donnés à la compétition puis à d'autres personnes. C'est juste un avantage concurrentiel qui, selon moi, vaut vraiment la peine d'être au moins diffusé comme on le fait aujourd'hui puis idéalement obtenu via notre aide ou même juste via par vous-même. Puis c'est des statistiques quand même poignantes que j'ai tout le temps en tête. Là. Moi, il y a juste 5 % des entreprises québécoises qui demandent des subventions à toutes les années. Mais reste qu'il y a quand même 80 % des entreprises québécoises qui demandent du financement, prêts et autres à chaque année. Donc,
il y a un besoin d'argent, c'est juste qu'on va pas le chercher au bon Totalement. endroit. On peut aller chercher au prêt, puis on a des options, justement, prêt à 0%, moratoire, tout ça qui sont super intéressantes, mais on peut souvent combiner ça, puis même peut-être remplacer ça par une subvention au complet. Donc, justement, c'est tout bien important, je pense, dans cette planification-là. Est-ce qu'on a des questions avant d'aller... On a couvert des choses. Alors- Moi, j'ai encore des trucs, mais là, c'est parce qu'il nous reste 2 minutes. Si on revient sur certains programmes, le programme Novation, ça a encore des fonds. Je pensais qu'il était fermé en mai. Ouais. Est-ce qu'on a des informations par rapport à ça? Exact. Non, il a été fermé. L'année passée, l'innovation senior avait rouvert le 23 septembre. Donc, c'est à peu près dans ces dates-là qu'on s'attend à ce qu'il réouvre. Donc, c'est ça l'information qu'on a pour l'instant. Le junior n'est pas planifié pour réouvrir à l'automne, mais plutôt au printemps. Donc, après ça, là, justement, c'est là qu'il faut planifier ses embauches en fonction, puisque là, même celle qui devrait arriver, justement, le senior qui devrait arriver à l'automne, on est déjà dans le processus d'embauche. Si on essaie d'embaucher quelqu'un de senior puis que ça commence dans un mois et demi, c'est là qu'il faut justement se planifier puis voir c'est quoi les embauches qui s'en viennent. Ouais. Parfait. Tu sais, je vois beaucoup de questions dans le chat. Premièrement, merci beaucoup d'en avoir posé autant puis d'avoir été autant interactif et, avec nous dans cette discussion-là. Je pense que c'est beaucoup des questions qui sont cas par cas. Ouais. Ça m'amène peut-être à mon prochain point, là, tu sais, qui est essentiellement, c'est quoi les prochaines étapes? Ben là, premièrement, j'espère que vous avez apprécié la discussion d'aujourd'hui, que ça vous a donné assez d'infos sur comment est-ce que ça fonctionne, à quel point ça peut être mélangeant, mais pour autant stimulant d'aller chercher ces programmes-là. Et après, on croit qu'il y a 3 types de personnes aujourd'hui avec nous. Il y a des gens qui sont déjà nos clients, on a des gens qui sont en discussion, donc qui nous ont déjà parlé, puis qu'on n'est pas encore en partenariat avec vous. Puis, bien évidemment, il y a des gens qui ne nous connaissent peut-être pas du tout, peut-être qu'on vous a juste envoyé l'invitation par courriel, un forward d'un collègue, etc. Si vous êtes client avec nous, vous avez vu des programmes, ça vous a mis la puce à l'oreille sur peut-être différentes activités ou etc. que vous pourriez commencer. On vous invite fortement à contacter vos directeurs, directrices de compte. Fait que, autant Maëva, Marine, Julie, Hugo, Razi. Vous avez définitivement leurs contacts, fait que contactez-les. Après, ben, si vous êtes en processus en cours, vous êtes avec quelqu'un chez nous. Peut-être que c'est Vincent, peut-être que c'est Jaffar, Gabriel, Manfred. Juste leur réécrire encore une fois, puis aller de l'avant ou en tout cas poursuivre la discussion que vous aviez avec nous. Puis évidemment, mais si vous êtes intéressé à savoir comment est-ce que ça fonctionne, travailler avec Hello Darwin, autant pour un mandat en transformation numérique qu'en recherche de subventions pure et dure. Puis là, gardez en tête aujourd'hui qu'on a parlé des subventions en transfo. Et si vous avez un projet de virage vert, un projet de rénovation, un projet de commercialisation, c'est toutes des choses là, sur lesquelles on aurait pu faire. En fait, on fait typiquement un webinaire par type de subvention. Fait qu'après, ben, après la discussion d'aujourd'hui, tout le monde ici va recevoir un courriel, la rediffusion du webinaire, la présentation, mais aussi un lien pour prendre rendez-vous avec nous, puis débuter ou poursuivre une discussion. Puis si vous êtes déjà en contact avec quelqu'un, probablement que cette personne-là va vous écrire pour essayer de voir est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait être intéressant de réengager la discussion avec nous. Super bien dit. C'est bien dit? Merci. Le Bien mot clôturé. évident pour la fin. On apprécie. Mais oui, puis on espère que vous avez apprécié le contenu. Comme tu dis, on a juste parlé de transfo numérique aujourd'hui parce qu'à chaque sujet, on est déjà à la limite de 1 heure puis on parle vite. Ouais. Si vous avez des sujets qui vous parlent plus que d'autres, n'hésitez pas à nous le mentionner. Comme on disait, commercialisation va sûrement venir très bientôt. Puis les subventions pour les organismes aussi, on sait que c'est très en demande. Donc, s'il y a des programmes qui vous intéressent, des types de dépenses qui s'en viennent, n'hésitez pas à nous écrire. Puis justement, ceux qui étaient déjà en contact avec moi, n'hésitez pas à me relancer par rapport au webinaire. Mais on va aussi envoyer une infolette avec la rediffusion, le PowerPoint, puis toutes les informations pour les prochaines étapes. Donc, vous pouvez soit aller sur le site web, planifier une rencontre directement, soit réécrire à la personne avec qui vous êtes en contact, moi ou une autre fabuleuse personne chez Hello Darwin, ou sinon, justement, attendre l'infolette et les prochaines étapes. Merci Vincent. Merci à tous. Merci. Bonne journée. C'est bien passé.